Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire du on-chain principalement, c'est-à-dire une analyse Glassnode. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment? Quel type d'épisode de capitulation on est en train de vivre depuis le 9 novembre? On va suivre on va dire les développements de l'affaire FTX et puis on ira voir les news globales et bien entendu, comme d'habitude, regarder un petit peu les liquidations et le sentiment. Je passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, c'est important, vraiment faites-le, mettez un like parce que c'est vraiment ça qui pousse, je trouve, les vidéos vers le haut, et puis vous venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, si jamais le cœur vous en dit. On est là sur le BTC face au dollar, peut-être un triangle qui serait une figure de continuation baissière. On en a déjà parlé hier, mais pas mal de choses qui pointent ici vers les 14 000 $. Cependant, vous allez voir que quand on va faire le on-chain, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui pourraient maintenir le prix dans cette zone. Donc du coup, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Au niveau du momentum, on a un momentum en daily qui est pas trop mauvais, c'est-à-dire qu'on avait ce point d'achat sur le Cypher, on a un mouvement de vente qui s'estompe, et on a toujours en weekly cette fameuse trend de RSI qui malheureusement nous a à nouveau repoussé une nouvelle fois, une potentielle divergence haussière. Vous voyez ici que le RSI monte mais le prix descend, et par contre en weekly un mouvement d'achat qui s'estompe petit à petit. RSI stochastique en weekly qui est déjà à 42, donc du coup si on continue un petit peu comme ça, on pourrait petit à petit ramener le RSI stochastique vers le zéro sans trop de dégâts, entre guillemets. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même histoire, sauf que sur Ethereum, on n'a pas perdu le plus bas précédent. Hein. Vous voyez qu'on est toujours haussier sur Ethereum, on est toujours en tendance haussière. Néanmoins, un point de vente en weekly qui s'est confirmé la semaine dernière. Ça n'a pas été non plus extrêmement vendeur cette semaine, mais vous voyez que c'est un petit peu la même config. Et sur le daily, un potentiel point d'achat en daily qui devrait se confirmer ce soir si jamais on reste dans cette zone de prix. On va désormais passer sur les news. Sur les news, on continue sur l'affaire FTX avec potentiellement, en fait, finalement, SBF qui vivait directement avec quelques colocs et Caroline directement ensemble dans une maison aux Bahamas. Donc on voit ici que effectivement Alameda, qui était censé être séparé réellement de FTX, ne l'était pas du tout. Il y a des rumeurs comme quoi ils ont fait pumper des tokens, c'est-à-dire que d'un côté vous aviez Alameda qui achetait des tokens et ensuite FTX qui les listait, ce qui avait pour tendance à faire augmenter les tokens bien évidemment, et donc ici beaucoup d'histoires de délit d'initié, ce genre de choses, etc. Donc ça va pousser bien entendu toute cette histoire, la régulation dans sa rapidité d'exécution, on va dire, c'est-à-dire que théoriquement on va aller plus vite au niveau régulation aux États-Unis, d'autant plus que FTX était un échange créé par un Américain, même si domicilié aux Bahamas. Beaucoup d'histoires aussi également sur le fait que FTX avait donné 50-60 millions pour la campagne de Biden, et des histoires également sur les dons par rapport à l'Ukraine. La principale info pour moi du jour sur FTX, j'essaie de vous la retrouver là, c'est que a priori, je pense que c'était sur MarketWatch, oui. A priori, le fameux hack dont on a parlé et qui avait été swap en ETH, donc ça pesait sur la potentialité d'une énorme vente d'ETH au marché. A priori, ce hack a été confirmé par le gouvernement des Bahamas comme étant non pas un hack, mais tout simplement une saisie des assets. Alors pourquoi ils ont swappé vers de l'ETH, ça on ne le sait pas. Mais a priori, on aurait eu cette confirmation, et là c'est pas du Twitter, c'est du MarketWatch, donc a priori c'est relativement sérieux comme information, comme quoi effectivement toutes ces 477 millions sont désormais sous le contrôle du gouvernement des Bahamas. Il y a également des sortes de conflits d'intérêts, de juridiction, etc. entre plus ou moins la liquidation qui s'est ouverte dans le Delaware, donc aux États-Unis, et les suspicions de fraude qu'on a pu avoir aux Bahamas, donc plus ou moins entre FTX International et FTX US. Je pense qu'on en saura plus d'ici lundi, puisqu'il est censé y avoir un meeting lundi entre tout simplement l'avocat d'affaires qui est en train de, pas de liquider, mais d'essayer de capter où sont les assets, etc. et donc
de voir par rapport à la banqueroute de FTX où on en est, qui visiblement a l'air de dire, et c'était la même personne qui s'était occupée de Enron à l'époque du scandale Enron, que ça va pas être évident et qu'il y a des très gros dysfonctionnements dans la manière de fonctionner d'FTX, c'est-à-dire pas de board meeting, donc pas de conseil d'administration, très peu. C'est-à-dire pas de comptabilité vraiment à proprement parler. Donc voilà, il a l'air de dire qu'il avait jamais vu ça en gros. Donc on va voir comment se font ici un petit peu lundi déjà, comment ce meeting qui aura lieu dans le Delaware aura lieu, et on aura peut-être potentiellement plus d'informations sur les fonds qui sont désormais donc en Ethereum et qui ont visiblement été saisis par le gouvernement des Bahamas. Mais ça, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a ce fonds ici qui est Sino Global, qui avait une forte exposition également à FTX. Qui est Sino Global? Vous voyez que ce sont des gens qui investissent sur des projets crypto assez early également. Principalement leur exposition, en fait, attention donc à Delta Exchange qui pourrait être pris dans la tourmente. Et également, vous le voyez, FTX, FTX US, etc. Et une exposition au niveau token qui sont plus ou moins les mêmes que ceux que détenait plus ou moins Alameda en quantité importante, c'est-à-dire le Oxygen, Serum et Solana. Donc je sais pas quelle est exactement la teneur de ce fonds, est-ce que c'est quelque chose d'énorme ou pas, mais on a un deuxième domino ici qui tombe après plus ou moins cette mise en défaut de Genesis Trading, qui, vous le savez, si vous avez regardé la dernière vidéo, est une filiale de Digital Currency Group qui elle-même est la maison mère qui détient Grayscale. Donc relativement flippant. Pourquoi? Parce que Genesis a un trou de 1 milliard. Et on pourrait penser que Digital Currency Group va devoir vendre des cryptos à hauteur de 1 milliard de manière à pouvoir sauver sa filiale Genesis et à continuer tout simplement les retraits, etc. Pour le moment, il se peut que ça soit juste une crise de liquidité, c'est-à-dire que tout simplement Genesis Trading soit juste en train de calmer le jeu, c'est-à-dire c'est par exemple en bourse on pourrait appeler ça une rupture de séance, c'est-à-dire que étant donné que les choses s'affolent, et ben vous suspendez la séance tout simplement. Mais on va voir ici où tout ça nous mène. Donc là, on reparle encore une fois des Bahamas. Calendrier économique, on n'aura pas grand-chose la semaine prochaine. Des infos un petit peu sur le marché de l'emploi aux États-Unis, mais on va dire que c'est pas une semaine de grosses news. Attention à ce type de semaine où il n'y a pas des grosses news, ça peut potentiellement ici être des semaines plus volatiles que ce qu'on pourrait penser à l'instant T. Grayscale, pour en revenir à Grayscale, toujours 633 000 BTC, donc la plus grosse entité qui possède des bitcoins dans le monde. Et ici, globalement, on a un discount qui est désormais à moins 45%, donc le GBTC sur cette info par rapport au défaut de paiement de Genesis Trading, le GBTC qui est en train de dévisser et qui s'écarte à nouveau de son premium. Donc on va suivre ici les tenants et aboutissants de tout ça. On va désormais aller faire du Glassnode. Et concrètement, sur Glassnode, on voit qu'on est dans un gros épisode de capitulation. Qu'est-ce qu'on regarde là en ce moment? On regarde le Net Realized Profit and Loss. Qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui vendent, on sait à combien ils ont acheté globalement, puisque les coins sont numérotés, c'est comme un billet est numéroté, là ici les coins sont numérotés. On sait à quel prix ils ont été achetés, donc on sait quand ils sont vendus à perte. Et là vous voyez qu'on est sur un épisode de capitulation majeur sur la journée d'hier, puisque là on regarde le 18 novembre, et où on a eu 4 milliards de valeur US, 4,3 milliards qui ont été vendus à perte. Donc il pourrait y avoir un petit peu du grayscale d'ailleurs dans le lot, on ne sait pas. En tout cas, il y a pas mal de gens ici qui sont en train de vendre à perte de manière à tout simplement faire face à des problèmes de liquidité ou alors à sortir du marché même en perte. Mais hier, on a eu cette grosse journée à 4 milliards. En général, les épisodes de capitulation, ils vont souvent par deux. C'est-à-dire que assez souvent vous avez un premier épisode comme vous le voyez ici, ça c'était sur l'été dernier, enfin l'été celui d'avant, premier épisode, deuxième épisode de capitulation. Ici vous le voyez, premier épisode, deuxième épisode. Ici c'est la même chose en juin, premier épisode, deuxième épisode. Et là on a eu un premier épisode ici. Alors est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas juste une petite gâchette qui permet de faire le premier qui est celui qu'on est en train de faire actuellement? Mais on a eu quand même eu ce premier épisode et deuxième épisode. Bon, la distance entre les deux, etc., c'est des choses qui s'analysent pas vraiment, mais en tout cas on sait que hier il y a 4 milliards de BTC qui ont changé de main.
Pourtant, comme vous le voyez, on a surtout capitulé au niveau du prix sur le premier épisode de capitulation. Ça a été vendu au marché, et effectivement, dans cette zone-là, si vous voulez, cet épisode de capitulation qui lui était à 2 milliards a beaucoup fait bouger le prix. Mais hier, cette capitulation à 4 milliards a très peu fait bouger le prix. Ça veut dire qu'on a de l'acheteur en face. Donc même sur ces gens qui vendent à perte, eh bien, il y a des gens ici qui sont intéressés pour choper du BTC dans les 13 000 $. Attention, puisqu'on est dans les baleines, etc., et de ce que font les baleines, notre baleine numéro 3 a vendu 3000 BTC, alors qu'il venait d'en acheter 3000 dans la zone des 16 700, 16 008, il revend désormais 3000 BTC dans la zone des 16 700, 16 008, donc est-ce que peut-être cette personne est au courant de quelque chose ou quoi, ou que ça pourrait dumper plus? En tout cas, gestion du risque ici, il a préféré se raviser et ne pas se raviser sur cet achat de 3000 BTC. On va regarder un petit peu tout sur Glassnode. Ici, vous voyez qu'on est sur le Hodl Ratio. Qu'est-ce que le Hodl Ratio? C'est un petit peu la différence entre ceux qui vont holder entre 1 et 2 semaines et ceux qui vont holder entre 1 et 2 ans. Donc en gros, ça nous donne un sentiment sur le marché. En général, on hold les holders de très longtemps accumulent sur les bas, et sur les hauts, on a des vendeurs à 1 ou 2 semaines, donc ça fait diminuer le ratio. Vous voyez ici qu'on est sorti de la zone verte, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Les coins recommencent très légèrement à bouger. Oui, on est sorti de la zone verte. C'était d'ailleurs le Hodl a touché sa zone verte, et c'est plutôt une bonne chose. Ici, on est sur le Net Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire les gens qui ont acheté, est-ce qu'ils sont sous l'eau ou pas au prix actuel? Ce ne sont pas des ventes, mais vous voyez qu'on fait un nouveau plus bas ici, et que on est vraiment dans cette période de capitulation. On avait fait un petit tour dans le Hope or Fear, voilà, donc la peur ou l'espoir, et là désormais on est retourné dans la capitulation. Les bitcoins sur les exchanges qui sortent à vitesse grand V des exchanges, vous le voyez ici, et c'est un petit peu un épisode qu'on pourrait appeler de self-custody, c'est-à-dire tout le monde sort ses coins des exchanges, étant donné qu'on a une crise de confiance énorme par rapport aux exchanges. On voit ici un très léger retour, vous le voyez, mais vraiment la période est plutôt au fait de littéralement mettre vos bitcoins à l'abri. J'ai un petit souci avec une info là-dessus, qui est que si on regarde ici les balances en exchange, sur Binance apparemment il y a eu un retour de 100 000 BTC. Je ne le vois pas sur Glassnode, et je vois des mouvements sur Binance, c'est-à-dire que je vois ici vous le voyez plus 127 000, mais on avait sorti 140, on voit ici plus 40, bref, on a ici, et je pense qu'on est là sur les quelques derniers jours, plus 60 000 BTC qui potentiellement reviennent sur Binance. Binance a beaucoup de wallets, donc c'est difficile de voir ici et de vraiment faire le pour et le contre entre leur cold wallet, etc. et ce qui se passe. Pour moi, je vois pas un retour sur Glassnode, en tout cas de BTC à hauteur de 100 000 BTC, mais c'est ce que m'affiche CoinGlass. Donc du coup, je suis bien obligé d'en parler. Mais vous voyez que ici, on n'a pas ça correspond pas à 100 000 BTC, en tout cas sur Glassnode. Mais attention à ça quand même. Ensuite, on va regarder l'accumulation des grosses adresses. On voit ici les adresses à plus de 10 000 BTC qui ont très fortement augmenté sur ce dip, c'est-à-dire qu'on a, on passe de 108 adresses à 122, donc 10 adresses qui sont passées au-dessus de 10 000 BTC sur ce mouvement. Les plus 1000 BTC qui sont très largement à la distribution, hein, et ça depuis quasiment les 47 000 $, on continue à distribuer. Les plus de 100 BTC qui sont à la distribution également, vous le voyez, on est plutôt ici, on était en train de latéraliser, et là on est vraiment dans le bas de cette latéralisation, donc attention à ça également. On a les adresses de moyenne qui distribuent, les grosses adresses qui accumulent, les plus 10 BTC qui partent en parabole, donc beaucoup d'accumulation de la part des crabes et des shrimps, enfin des crabes et des crevettes, et donc du coup ici vous le voyez encore une fois pas mal d'accumulation au niveau des supérieurs à 1 BTC. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que en fait on a les baleines à bosse, les très grosses baleines qui accumulent, les 1 et 10 BTC, donc la cohorte des petits porteurs qui accumulent également, et en face on a des vendeurs du côté des baleines, donc les 1000 BTC et les plus de 100 BTC qui sont également à la distribution.
Pour moi, la news la plus importante, c'est effectivement cette capitulation à 4 milliards. C'est plutôt une bonne chose que le prix ne bouge pas, alors que 4 milliards de BTC sont vendus à perte. Quand on regarde le score d'accumulation, donc ça c'est un score en fonction des cohortes, etc., et du volume qui est à l'accumulation, on est sur un score de 1, c'est-à-dire une très grosse accumulation sur toute cette zone. On était là en train de renforcer l'accumulation, vous le voyez, on repasse dans le rouge vif, et puis là on est carrément dans le violet. Donc très forte accumulation effectivement dans cette zone. Quand on regarde la dormance étant à quel point les coins ne bougent pas. Donc une dormance forte est en bas et une liveliness forte est en haut. Vous voyez qu'on était complètement ici à la cave, sous la zone verte, et là on est en train de... Les coins recommencent très légèrement à bouger, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le risque de réserve risque ici, c'est pareil, on est complètement à la cave ici, c'est-à-dire que le risque de réserve, on peut le considérer comme est-ce que le BTC est à un prix loyal, est à un bon prix. Voilà, en gros, hein, c'est une donnée qui nous donne cette information-là. Et là, vous voyez qu'on est carrément dans des prix de survente assez hallucinante. La supply qui n'a pas bougé depuis plus d'1 an, qui également touche des nouveaux ATH, c'est-à-dire qu'on a des holders ici à plus de 1 an. Donc ça, c'est des choses qu'on surveille parce que si les coins ne bougent pas, c'est une très bonne chose. Et vous voyez ici qu'on a un très léger mouvement. Attention, ça pourrait être aussi le début de quelque chose, hein. Mais il va peut-être falloir secouer un peu ce cocotier ici, des coins qui n'ont pas bougé depuis plus d'1 an, parce que vous voyez, on était ici à 53% et on est parti en parabole sur toute cette descente-là, et notamment, vous voyez que l'accumulation ici, enfin l'accumulation, le fait de holder commence tout simplement autour des 53 000 $, mais je parle de ce passage des 53 000 $, duquel on était il y a 1 an. Et là, effectivement, on a des coins qui bougent pas. Donc, des vendeurs qui refusent de vendre, même au prix actuel, et qui sont soit commit sur leur investissement, soit qui, tout simplement, ont espoir que BTC va repartir très fort. Donc, voilà. Le multiple de Puel... même chose, on était dans la zone verte et on en sort, donc ça c'est plutôt un signal de bottom. Vous voyez que c'est assez rare au niveau du multiple de Puel qu'on sorte de la zone verte pour y revenir tout de suite. Néanmoins, là on est un petit peu en train de latéraliser en ce moment, donc ça risque de mettre du temps à se mettre en place, mais là aussi on est plus ou moins sur des indicateurs de bottom. Et sur le MVRVZ score, même chose, on est ici littéralement complètement dans la zone verte, et pour le coup on en était sorti et là on y est revenu, alors que c'est pas extrêmement habituel qu'on fasse ce type de mouvement. Mais néanmoins, ici, très bonne zone au niveau du MVRVZ score. Le Realized Price, c'est le prix auquel la majorité du marché, on va dire, a acheté ses bitcoins. C'est un prix moyen d'achat. Vous voyez qu'on est en dessous, on s'est fait rejeter là, ici, par le prix de réserve. Pour moi, un très fort signal de bull run sera quand on repassera au-dessus de ce prix. C'est-à-dire que vous le voyez ici, là, on passe toute une zone en dessous, par exemple, sur ce bottom de 2012. Même chose ici, en 2015, on se fait rejeter plusieurs fois par le prix de réserve et puis on passe par-dessus. Même chose ici sur 2019, on se fait rejeter une ou deux fois et puis on repasse par-dessus. Et là, actuellement, on a quand même passé beaucoup de temps sous le prix de réserve. Et ce dernier rejet, ou ce dernier rejet en date, hein, j'entends, je sous-entends pas que c'est forcément le dernier, mais le dernier rejet en date ici nous montre que vraiment il faut regarder le prix de réserve ici. Donc le prix de réserve ici actuellement il est autour des 20 346 $. Si on le passe c'est bien, et si jamais on n'arrive pas à le passer, bah, ça veut dire que on pourrait se faire rejeter par cette zone. On va regarder vite fait Ethereum, les adresses à plus de 1000 Ether qui augmentent sur ce dip également, les adresses à plus de 10 000 Ether qui sont en augmentation aussi, donc très forte accumulation sur Ether. La supply sur les smart contracts qui semble pas trop vaciller par rapport au dernier dip là que nous a fait Ether. En revanche, les 1% des adresses les plus riches ne sont pas énormément ici à l'accumulation. Vous voyez que 1% des adresses possédaient 96% des Ethereum au 3 septembre et qu'on est plutôt ici désormais à 95%. Les adresses à plus de 100 Ether qui sont à l'accumulation aussi. Les adresses à plus de 10 Ethereum, très forte accumulation. Les adresses à plus de 1 Ether, très forte accumulation. Donc au niveau de Ether, ça accumule un petit peu dans tous les sens. Toutes les cohortes sont en train d'accumuler. Est-ce que ça va permettre de maintenir le prix ou pas? Bien entendu, ça, on ne le sait pas. Voilà pour cette analyse Glassnode. On va désormais passer sur les liquidations. Liquidation, qu'est-ce qu'on a liquidé dans les dernières 24 heures? 25 millions.
5 millions sur BTC et la moitié sur Ethereum, donc ça c'est en ce moment c'est plutôt rare, donc c'est bien plus de liquidation sur BTC que sur Ether. Carnet d'ordre on va pas le faire, on va faire directement les leviers. Je vous ai déjà noté les niveaux, c'est-à-dire que sur les leviers en fait on a accumulé très légèrement du short au-dessus, ici dans la zone des 16-17 et enfin 16,7, 17,100 pardon, et on a un petit peu de long qui se sont accumulés également entre les autour des 16,4, 16,5. Instant T, on est plutôt shorté, mais vous voyez que l'open interest est pas incroyable. Donc voilà, on va aller voir la même chose sur Ethereum. Je vous ai déjà fait les niveaux aussi. Et sur Ethereum, pour moi, on est un peu plus shorté dans les derniers jours que sur Bitcoin. Donc j'aurais tendance à être plus bullish sur Ether que sur Bitcoin. D'autant plus que désormais, a priori, ce FUD de 400 millions d'euros, de dollars en Ether qui pourrait ici partir à la vente, normalement le doute est en train de se lever. Et ici, vous le voyez, très forte zone de short sur Ether avec un open interest qui est pas non plus en train de partir en parabole, mais qui augmente. On prend ici à peu près 300 ou 400 millions. Et pour Ether, pour moi, on a rajouté un niveau 1212 et un niveau 1234. Ether qui a tendance vraiment à être à plat dans la zone. On pourrait très bien aussi les perdre. On a un fort niveau quand même à venir prendre au 1173. Ce plus bas là avait été assez fortement longué. Donc voilà, ce qu'on surveillera, ce sera peut-être le CVD spot pour voir si Ether se reprend. On va maintenant sur les poches de liquidité, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Vous voyez que sur Bitcoin, on est à peu près à l'équilibre. On a 168 millions, on a autant de shorters que de longueurs sur les 5 derniers jours. Si on devait venir chercher cette grosse position, si c'est pas déjà fait là, si c'était pas déjà un levier x50 et que ça soit un levier x25, on pourrait aller au 16,2 sur Bitcoin. Si jamais on regarde les mêmes poches de liquidité sur Ethereum, eh bien, on a plus de shorters là pour le coup, avec 1 milliard de shorters à liquider au-dessus. Si on devait venir chercher cette zone de densité, 1271 serait une bonne target. La heatmap sur Bitcoin, et là on regarde le 1 mois. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à prendre au-dessus des 21,6, 22 000 dollars quand on regarde la 1 mois. On va descendre en time frame pour une fois. Là on regarde la 7 jours. Sur la 7 jours, pas mal de choses au-dessus des 17,5, 18 et en dessous, éventuellement à prendre les 15,9 et potentiellement les 14,9 si vraiment on va en bas. On a un petit peu densifié, je trouve, cette semaine également la zone des 13 à 13,3. Donc attention à ça, bien surveiller que c'est cette zone qui se densifie plus que celle-là, puisque du coup le prix aura tendance à être attiré par les liquidités ici des shorters, si c'est le cas. Pour le moment, on est vraiment en train de faire des journées mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire autant de shorters que de longueurs sur ce week-end, mais on verra demain si c'est toujours le cas. Et ici, à l'inverse, donc c'est ce qu'on regarde en descendant, vous voyez qu'on voit la 7 jours, et vous voyez que c'est relativement l'équilibre entre ce qui s'accumule au-dessus et ce qui s'accumule dessous quand on regarde la 12 heures. Voilà, on a fait le tour, je pense, de pas mal de choses. Je vais juste vérifier si j'ai pas oublié des news majeures, parce qu'il me semble en avoir oublié une, mais si c'est le cas, c'est pas un drame, on la mettra dans la vidéo de demain. Je pense que pour moi ici, la plupart est dite. On revient sur le prix pour faire une conclusion et essayer de réfléchir où pourrait partir le prix dorénavant. Et ben pour moi, on a le chartisme qui nous annonce 14. On a les liquidités qui sont mi-figue, mi-raisin. On a un CVD spot qui est plutôt à la descente. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire, on risque de perdre ici ce plus bas qu'on va dire au 15,6. C'est peut-être le scénario le plus probable. Néanmoins, on a quand même de la liquidité au-dessus ici, et si on traîne pas, si on descend, on pourra en rajouter peut-être que ça va être ça l'idée. Mais en tout cas, je serais plutôt à court terme, au vu des flux que je vois, etc., plutôt baissier ou latéralisation sur Bitcoin. On a quand même une compression qui se fait ici du cours. Donc ça va nous donner un mouvement fort dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, le chartisme nous annonce plutôt les 14 000 dollars. Donc précisément, j'aurais tendance plutôt ici à suivre mon instinct. Personnellement, je ne trade pas en ce moment. Je suis off market pour quelques temps. Mais voilà, plutôt si je vois une cassure ici, par exemple, de cette trend et de ce triangle, peut-être ouvrir un short jusqu'au 14, voire 13,9.
Voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude de demander un commentaire à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui peut voilà, nous permettre de discuter de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera sur le Black Friday. Voilà, quels sont les éventuels achats que vous comptez faire au cours du Black Friday. J'en profite d'ailleurs, oui, parce que j'oublie de le dire, je crois que TradingView va faire une assez grosse promotion. Ils le font tous les ans en fait, hein, pour le Black Friday sur les abonnements pro. Donc du coup, ça peut être intéressant de l'avoir ici à moitié prix. Et n'hésitez pas à passer par le lien de la chaîne qui vous donnera 10% supplémentaire si jamais vous avez dans l'idée de prendre un abonnement à TradingView pour avoir plus d'écran, plus d'indicateurs, etc. Sachant que l'abonnement gratuit est très bien pour un usage, on va dire, sporadique. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, venir nous rejoindre sur le Discord encore une fois et vous abonner. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt.